il y a en ce moment même une tempête électrique qui se déroule à l'intérieur de nos propres cellules. Une tempête totalement microscopique, ouais. Exactement. Et le déclencheur de cette tempête ne vient pas du tout de la nature. Il vient genre d'un simple emballage jeté il y a peut-être 50 ans. C'est fou quand on y pense. Complètement. C'est d'ailleurs le point de départ de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. On va décortiquer un rapport scientifique exhaustif et, pour être tout à fait honnête, profondément troublant. Très troublant, ouais. Il s'intitule « Nanoplastique, la menace invisible ». Voilà. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter cette altération silencieuse de notre biosphère. Mais pas que. On parle surtout de l'altération de notre propre biologie par des plastiques à l'échelle microscopique. C'est un vrai thriller scientifique en fait. Ah, mais carrément. La menace est invisible à l'œil nu, mais elle est absolument omniprésente. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, il faut peut-être faire un petit saut dans le temps. Bah oui, le contexte historique est super important pour comprendre l'ampleur du problème. Au milieu du XXe siècle, tout le monde célébrait ce miracle technologique. Un matériau léger, malléable à l'infini, qui résiste à l'eau, au choc. Et surtout qui résiste au temps. C'est ça. La médecine, l'ingénierie, notre quotidien, tout a été transformé par ce polymère qu'on pensait presque éternel. Mais ce qui est fascinant ici, et les données le prouvent, c'est que ce miracle est devenu une véritable malédiction biologique. Une bascule vertigineuse, ouais. Bon, décortiquons tout ça. Comment on est passé d'une invention encensée à une crise mondiale? En lisant ce rapport, j'ai l'impression qu'on s'est tout simplement trompé d'ennemi pendant des décennies. C'est exactement ça. Le rapport appelle ça la grande illusion. En fait, quand on parle de la crise du plastique, le débat public s'est toujours focalisé sur les macroplastiques. Genre les bouteilles qui flottent, les sacs plastiques, les continents de déchets dans l'océan Pacifique, quoi. Voilà. Des objets visibles, limités géographiquement, et qui sont au final assez inertes. On a vu ça comme une menace écologique externe. Mais la réalité scientifique, la vraie menace, elle est à une échelle infiniment plus petite. Les nanoplastiques. Et là, l'échelle change drastiquement. On parle plus du tout du filet de pêche, on est à l'échelle moléculaire. En fait, c'est l'effet classique du cheval de Troie. L'analogie est parfaite? La plus grande faille du plastique, paradoxalement, c'est sa durabilité. On a oublié un détail critique, ce matériau ne disparaît pas. Non, il ne se biodégrade pas du tout. Ouais, il se fragmente. Avec les vagues, le vent, les UV, il se casse en morceaux minuscules jusqu'à devenir une armée invisible qui s'infiltre partout. Et cette logique d'infiltration furtive, c'est le cœur du problème. Contrairement au bout de plastique normal qui flotte passivement, le nanoplastique est bioactif et pénétrant. C'est plus une menace externe, c'est une menace systémique interne. Ça cible directement nos cellules, en fait. Ouais, les analyses montrent une accumulation intracellulaire directe chez l'humain. Ce qui soulève quand même une question énorme. Comment un si petit bout de plastique peut faire autant de dégâts dans nos cellules ? C'est là que le rapport devient vraiment captivant et effrayant. La découverte majeure, c'est pas juste leur taille. C'est leur nature énergétique. Voilà. Le danger n'est pas que physique, comme une petite écharde y piquerait un tissu, le danger est électrique. En gros, faut imaginer ces nanoplastiques comme de minuscules tasers. Des petits tasers microscopiques, ouais. Le rapport met en lumière ce qu'ils appellent le moteur électrostatique. C'est un vrai changement de paradigme. Donc c'est pas juste des poussières inertes. Pas du tout. Les études révèlent qu'en se fragmentant, ces plastiques accumulent et gardent des charges électrostatiques. C'est l'effet triboélectrique. Ils conservent cette charge sur des périodes extrêmement longues. Donc on a de petites batteries chargées qui se baladent et qui parasitent le réseau électrique super délicat de nos cellules. C'est glaçant. Et c'est cette activité électrostatique qui est le facteur premier de destruction. Ce parasitisme électrique, c'est le passe-partout qui leur permet de franchir nos barrières biologiques. Le rapport détaille 3 étapes. Vas-y, on t'écoute. La première, c'est l'entrée dans les systèmes, l'ingestion et l'inhalation. Ces particules chargées rentrent en permanence par nos poumons et notre système digestif. Mais attends, jusque-là, notre corps est quand même censé agir comme une forteresse, non ? Les muqueuses sont faites pour filtrer et bloquer les intrus. Comment ces trucs contournent nos murailles ? C'est là qu'on passe à la deuxième étape, l'infiltration tissulaire. Déjà, leur taille nanométrique leur permet de glisser entre les mailles du filet. Mais surtout, et c'est crucial, leur signature électrostatique agit. Ah, la fameuse charge électrique. Ouais, la charge perturbe les signaux cellulaires locaux. Ça dépolarise temporairement la membrane de la cellule.
Ça force littéralement l'ouverture des portes pour se glisser à l'intérieur. C'est une effraction par impulsion électrique, quoi. Et une fois à l'intérieur des cellules, il se passe quoi alors? C'est la troisième étape, la bioaccumulation. Une fois dedans, nos enzymes de dégradation ne les reconnaissent pas vu que c'est synthétique. Ben oui, on n'est pas programmé pour digérer du plastique. Exactement. Donc ces particules ne ressortent plus. Elles se fixent de manière permanente et s'accumulent petit à petit dans nos organes vitaux, nos tissus profonds. Un cycle sans échappatoire, comme ils disent dans le document. Et quand on lit l'étendue de l'invasion, on reste sans voix. On parle pas de quelques ouvriers d'usine exposés là. Et inévitablement l'eau potable du coup. Oui, par effet de cascade, ça intègre toute la chaîne alimentaire, la base de notre nutrition est compromise. Ce qui nous amène direct à la fin de la chaîne, notre propre corps. Le rapport est clair, on en a tous. Que tu vives en haut de l'Himalaya ou en plein centre de Paris, la charge corporelle en nanoplastique est là. C'est mesurable. L'omniprésence est absolue. Et c'est cette accumulation qui déclenche l'assaut biologique. Le document classe ça en 3 niveaux de pathologie. Le premier, c'est l'assaut cellulaire et génétique. Mais concrètement, comment une petite charge électrique sur un bout de plastique peut provoquer une mutation génétique? Notre ADN, c'est pas un circuit imprimé qu'on peut court-circuiter en 2 secondes. C'est de la biochimie moléculaire, en fait. Notre ADN est tenu par des liaisons d'hydrogène, qui sont basiquement de faibles attractions électriques. D'accord. Donc quand une particule fortement chargée s'accumule près du noyau, son champ électrostatique interfère avec ces liaisons. C'est comme passer un aimant super puissant juste à côté d'une boussole. Ah ouais, je vois l'image. Lors de la division cellulaire, la machine qui copie l'ADN déraille. Les brins se cassent ou se lient mal. Ça crée des mutations génétiques directes. Le code source est carrément corrompu. Et la cellule, elle réagit comment à cette agression non-stop? Elle s'épuise, ça crée un phénomène de sénescence, un vieillissement prématuré. Les cellules tentent de réguler leur charge et de réparer l'ADN, mais elles n'y arrivent pas. Elles deviennent des cellules zombies. Des cellules qui marchent plus mais qui refusent de mourir. Voilà. Et elles sécrètent des signaux d'alarme chimique en continu. Ce qui déclenche inévitablement une inflammation. Le corps essaie de se défendre contre un truc qui peut ni détruire ni évacuer. Et cette réponse devient chronique et systémique. L'inflammation perpétuelle plus les dommages sur l'ADN, ça mène au risque oncogène. Le rapport montre une corrélation statistique claire entre cette accumulation et la hausse des cancers, surtout digestifs et respiratoires. C'est une mécanique implacable. Mais attends, si ces particules peuvent infiltrer nos organes, qu'est-ce qui les empêche de monter au cerveau? C'est d'ailleurs le 2e niveau de pathologie du rapport, le dérèglement neurologique. Et c'est terrifiant. La barrière hémato-encéphalique est censée protéger le cerveau. Mais encore une fois, la taille et la charge électrostatique de ces plastiques dépolarisent les jonctions de cette barrière. Le bouclier est percé. Avec des conséquences mesurables sur le cerveau. Malheureusement, oui. Les données cliniques montrent des altérations de la plasticité synaptique. Ça mène à des déficiences cognitives, des troubles de la mémoire, une neuroinflammation. C'est fou. Et le pire, c'est que ça s'attaque à tout notre système de communication interne, ce que le rapport appelle la perturbation endocrinienne. La falsification chimique. Ouais, c'est l'expression qu'ils utilisent. Pour moi, c'est vraiment comme un hacker qui usurpe une identité. Les systèmes de sécurité du corps voient plus la menace et exécutent des ordres qui ont l'air légitimes. Comment un bout de plastique inerte arrive à faire ça? En fait, le corps se rend pas compte qu'il est piraté. Nos hormones ont des formes spécifiques en 3D, comme des clés pour nos serrures cellulaires. Or, certains nanoplastiques, en se dégradant, imitent parfaitement la forme et la signature électrique de ces clés hormonales. Ah, donc le plastique se fixe sur un récepteur et donne une fausse instruction à la cellule? C'est exactement ça. C'est le chaos total. L'homéostasie du corps, notre thermostat naturel, est complètement déréglé par ces fausses commandes. L'équilibre biochimique est détruit. Et ce chaos amène à la 3e pathologie, qui est pour le coup la plus lourde pour notre espèce, la menace transgénérationnelle. Ouais, parce que cette falsification ne s'arrête pas à nous, elle tape direct dans la reproduction. Les données toxicologiques sont claires. Il y a une hausse énorme de l'infertilité masculine et féminine. Ça altère les spermatozoïdes et les ovules. Ça augmente aussi les dysfonctions érectiles, à cause de l'inflammation vasculaire. Mais le plus sombre dans tout ça, je trouve, c'est l'invasion prénatale, le franchissement de la barrière placentaire. C'est glaçant de se dire que le sanctuaire ultime de la biologie humaine est touché. Le développement du fœtus est perturbé dès les premières divisions cellulaires. Les nanoplastiques s'accumulent dans les tissus du fœtus. Le rapport parle carrément d'héritage biologique corrompu. C'est un terme super fort. Les impacts sont programmés avant même la naissance. La santé de la prochaine génération est altérée avant son premier souffle. C'est dur à encaisser. Mais le pire, c'est que le rapport s'arrête pas à notre biologie.
il fait un saut conceptuel massif à la fin, ce qu'ils appellent l'effet miroir. Ouais, l'idée que la maladie de la cellule et la maladie du climat sont en fait une seule et même pathologie. Alors attends, faut qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est pas intuitif du tout. Je comprends le court-circuit dans une cellule, mais comment des trucs invisibles, même par milliards, peuvent réchauffer un océan ou modifier des nuages? Ça repose sur la thermodynamique cumulée. À l'échelle planétaire, les nanoplastiques ont une capacité thermique différente de l'eau. Dans l'océan, les millions de tonnes de particules absorbent le rayonnement solaire de manière beaucoup plus agressive. Et surtout, ils retiennent cette chaleur. Exactement. Donc ça forme une sorte de couverture thermique moléculaire, des milliards de petits radiateurs allumés en permanence qui empêchent l'océan de se réguler. C'est la mécanique exacte de la rétention thermique artificielle. Et le truc, c'est que ça s'applique aussi à l'atmosphère. Si je reprends l'analogie de l'inflammation, en fait, l'atmosphère terrestre réagit comme notre poumon quand on inhale ces particules. La Terre devient un poumon chroniquement inflammé. Les modèles atmosphériques le prouvent, ouais. Ces particules chargées perturbent le cycle hydrologique. Tu sais, la vapeur d'eau a besoin d'une particule pour se condenser et former une goutte. Un noyau de condensation, ouais. Et les nanoplastiques jouent ce rôle, mais de travers, c'est ça l'idée. Voilà, leur charge électrique modifie l'évaporation et la condensation. Ça crée des gouttelettes plus petites qui n'arrivent pas à former de la pluie ou qui tombent n'importe comment. Ça modifie la couverture nuageuse globale. Donc le petit taser qui détruit notre ADN, c'est le même qui détraque nos nuages. C'est fou. Mais du coup, face à une contamination aussi ancrée, on fait quoi ? L'instinct, ce serait de dire « faut tout arrêter, on ne produit plus un seul plastique ». Le rapport est super froid là-dessus. On a atteint le point de non-retour. Arrêter la production aujourd'hui, même si c'est nécessaire, ça résoudrait pas la crise. Bah oui, parce que les macroplastiques, déjà dans la nature, sont une réserve inépuisable. Ils vont continuer à se dégrader en nanoplastiques pendant des siècles. C'est la dure réalité physique. On peut plus voir ça comme une pollution externe qu'on pourrait filtrer. Ils font partie intégrante de la biosphère et notre anatomie maintenant. Le rapport conclut en disant que la prévention seule a échoué. On fait face à une modification structurelle de la vie sur Terre. Une modification structurelle de la vie. Bon, le rapport lance quand même un impératif scientifique. Il dit qu'il faut une enquête mondiale multidisciplinaire sous le prisme de cette activité électrostatique. C'est notre responsabilité collective. C'est la première étape où est comprendre ce parasitisme électrique. C'est comme ça que la médecine trouvera peut-être comment les neutraliser ou au moins freiner le truc. Mais il faut déjà accepter que l'environnement naturel tel qu'on le connaissait n'existe plus. Ce parcours au travers de données nous laisse avec une perspective assez abyssale. On est parti du miracle technologique des années 50 pour s'affranchir de la nature. Et l'ironie, c'est que ce matériau conçu pour repousser les limites de notre monde a fini par repousser les limites de notre propre intégrité biologique. C'est clair. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un peu plus philosophique et qui va au-delà du rapport. Si ces créations synthétiques sont définitivement fixées dans nos organes, si elles s'entrelacent avec l'ADN de nos enfants in utero et dictent la météo, Où s'arrête la biologie naturelle, en fait. exactement. Où commence la biologie synthétique? L'évolution ne se fait plus seulement par la sélection naturelle, mais par l'intégration d'un polymère artificiel. Est-ce qu'on est en train de muter silencieusement pour devenir une nouvelle forme de vie hybride? Fusionner avec notre propre invention. C'est une pensée hyper troublante. À garder en tête la prochaine fois qu'on manipulera un truc aussi banal qu'un objet en plastique.